Épisode 144. Indochine, quelle marque la France a laissée au Vietnam? Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien et que vous profitez, pour ceux qui habitent dans l'hémisphère nord, du retour des beaux jours. De mon côté, tout va bien et je continue à vadrouiller en Asie, à voyager en Asie, et je me trouve en ce moment même au Vietnam. Comme vous pouvez vous en douter, c'est donc pour ça que le sujet du jour m'a été inspiré. En fait, en voyageant au Vietnam et en faisant des visites guidées, en lisant des guides touristiques par exemple, j'ai constaté que la France revenait souvent dans l'histoire. Alors c'est vrai que c'est assez régulier quand on voyage d'entendre le nom de la France dans l'histoire d'autres pays, que ce soit parce qu'il y a eu des influences artistiques ou parce qu'il y a eu des inspirations révolutionnaires, mais aussi beaucoup à cause de la colonisation malheureusement. Et c'est le cas au Vietnam puisque la France a été présente pendant longtemps dans le cadre d'une colonie. Et en fait, en constatant cela, je me suis rappelé que dans nos tiroirs, donc en stock, nous avions chez Inner French une idée de sujet qui avait été envoyée par une de nos auditrices vietnamiennes. Alors, tout de suite, je vais vous lire l'email que Queen, j'espère que je prononce le nom correctement, nous avait envoyé. Alors, elle nous disait: je voudrais vous demander si vous pouviez faire un épisode de podcast sur le colonialisme de la France. En particulier, je m'intéresse à la domination coloniale française au Vietnam et à son impact sur le présent. Le Vietnam a une écriture latine depuis cette époque et le dernier empereur du Vietnam, Bao Dai, de la dynastie des Nguyen, ça non plus je ne suis pas sûre de le prononcer correctement, est enterré à Paris. Il y a aussi beaucoup de mots en vietnamien aujourd'hui qui sont tirés du français et je me demande aussi si en France les gens sont au courant de cette époque. Alors, je peux répondre tout de suite à la dernière interrogation et la réponse est non. Non, les Français ne sont pas vraiment au courant de la présence coloniale au Vietnam. Évidemment, si on dit le nom de Indochine, peut-être que certains vont avoir une vague idée de ce que c'est, mais de manière générale, c'est pas une époque et une histoire que l'on apprend à l'école et donc on n'est pas vraiment au courant de ça. Moi-même, pour cet épisode, j'ai dû faire beaucoup de recherches et d'ailleurs j'ai appris beaucoup de choses. Et notamment, j'ai décidé de faire cet épisode maintenant. Bon, déjà parce que je suis au Vietnam, mais aussi parce qu'il y a une date symbolique cette semaine qui est la date de la bataille de Dien Bien Phu, qui a été le 7 mai 1954. Donc, on la commémore maintenant. Là, si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie, c'était hier, la commémoration. Et cette bataille a marqué la fin de la présence française en Indochine, donc au Vietnam. Alors, on va, dans une première partie, évoquer assez rapidement, même si je vais quand même essayer de donner des détails, la chronologie de la présence française au Vietnam. Et ensuite, on verra cette fameuse influence, cet impact dont
il était question dans l'email. On va parler par exemple de la langue ou de la cuisine. Voilà, sans plus attendre, on commence. Alors pour commencer, j'aimerais faire un petit point lexical, géographique pour qu'on sache exactement de quoi je parle. Donc dans tout cet épisode, quand je vais parler de Vietnam, en fait, je parle du territoire actuel du Vietnam. Ça n'a pas toujours été à toutes les époques uni et ça s'est pas toujours appelé ainsi, mais pour plus de facilité, on va dire Vietnam. Ensuite, je vais beaucoup utiliser le mot Indochine. Alors, Indochine, peut-être que certains d'entre vous connaissent un fameux groupe de rock français qui s'appelle comme ça, mais là, on va pas du tout parler d'eux. On va parler en fait d'une zone géographique qui est appelée comme ça parce qu'elle se trouve entre l'Inde et la Chine. C'est à partir du XVIIIe siècle qu'on a commencé à appeler cette zone Indochine. Et moi, plus particulièrement dans cet épisode, pour aller plus vite, je vais parler de l'Indochine pour parler en fait de l'Union indochinoise française qui correspond au Laos, au Cambodge et au Vietnam actuel, qui était toute la zone qui était occupée par les Français. Alors, pourquoi je vous parle pas plus en détail du Cambodge et du Laos? Parce que l'histoire est pas exactement la même et que les influences ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'il y a eu au Vietnam. Et donc, je pense que c'est mieux de se concentrer sur un pays pour ne pas tout mélanger. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait un petit point sur le vocabulaire le plus important, on va commencer par le début et pour ça, on va parler de la présence européenne dans cette zone de l'Indochine avant le début de la colonisation. Et oui, parce que depuis le XVIe siècle, il y avait déjà des Européens en Asie. Il y avait plusieurs sortes d'occupations, il y avait plusieurs sortes de voyageurs, on va dire. La plus grosse catégorie et la plus ancienne, c'est les missionnaires. Les missionnaires catholiques, donc des religieux, envoyés en général par le Vatican, donc par le pape directement, pour évangéliser, donc pour convertir les étrangers au catholicisme. Il y avait surtout beaucoup de Portugais, il y avait aussi des Italiens et il y avait quelques Français parmi les missionnaires qui étaient présents en Asie. Ensuite, il y avait aussi beaucoup d'explorateurs, tout simplement, des hommes qui avaient envie de découvrir le monde, souvent qui voyaient les choses d'un point de vue anthropologique, qui voulaient comprendre quelles étaient les autres civilisations. Et là, je pense par exemple aux temples d'Angkor au Cambodge qui ont été beaucoup explorés, beaucoup étudiés par des Européens et notamment par des Français. Et puis, la troisième catégorie, la plus importante, c'est celle des Européens qui faisaient du commerce. Là, beaucoup étaient envoyés par les gouvernements, que ce soit la monarchie française, la monarchie espagnole, etc. Les Britanniques, beaucoup, qui donc s'installaient dans des endroits stratégiques pour pouvoir faire passer des bateaux et donc pour pouvoir faire du commerce, notamment avec la Chine et le Japon. Là, souvent, les pays européens installaient ce qu'on appelait des comptoirs. C-O-M-P-T-O-I-R. Je précise comment on écrit parce que M-P-T, c'est un petit peu difficile. Et un comptoir, aujourd'hui, vous le savez peut-être, c'est un meuble qu'on trouve dans les magasins qui est en gros l'endroit où on va
payer quand on achète quelque chose, mais à l'époque, un comptoir, c'était un port, une île, voilà, un endroit qui était possédé par un pays étranger. Et c'était un type de colonisation qui était purement commercial et qui n'avait pas de vocation politique. Voilà, donc ça, c'est la situation avant le début de la colonisation. Les Français étaient un peu présents en Asie, mais pas beaucoup. Par exemple, ils avaient 5 comptoirs en Inde, je crois. Le plus connu est Pondichéry. Et ils avaient quelques missionnaires dans la zone du Vietnam. Mais il leur manquait quand même un peu de puissance, on va dire, économique, surtout face aux Britanniques qui commençaient, eux, à coloniser la Birmanie, on dit Myanmar aussi aujourd'hui, et qui avaient aussi conquis Hong Kong, qui était un grand port commercial. Alors, voilà, on est dans cette situation quand, au milieu du 19e siècle, les Français décident qu'ils veulent coloniser l'Indochine, ce qu'ils vont appeler ensuite l'Indochine française. Donc, leur justification, elle était commerciale, comme je viens de le dire, pour pouvoir faire du commerce, notamment avec le Japon et la Chine, qui étaient 2 grandes puissances. Mais ils ont aussi utilisé une autre excuse, je dis bien une excuse, donc c'est-à-dire un prétexte, on peut dire aussi, qui n'est pas vraiment la vraie raison, mais qui est une bonne raison pour convaincre la population que la colonisation est nécessaire. Et là, c'est la protection des catholiques. Parce qu'il faut savoir que donc les missionnaires catholiques étaient persécutés en Asie. C'est vrai que le catholicisme, la chrétienté en général, n'était pas du tout existante avant eux sur le continent. Et dans des pays comme l'actuel Vietnam, c'était pas vu d'un très bon œil. Et donc, les catholiques étaient persécutés, non seulement les missionnaires, mais aussi les Vietnamiens qui s'étaient convertis. Et donc, il y a toute une histoire des persécutions religieuses qui a pu servir de prétexte pour aller envahir cette région. La France a donc débarqué avec le soutien de l'Espagne et les historiens considèrent que la prise de Da Nang, donc Da Nang c'est une ville au milieu du Vietnam, en 1858 marque le début de la colonisation française en Indochine. Alors, évidemment, ça a été une prise de contrôle progressif. C'est pas en 1858, la France possède tous ses territoires. Non, ça dure plusieurs décennies, le temps de s'installer. Mais en gros, finalement, une fois que toute la conquête est terminée, la France contrôle 5 régions. Enfin, contrôle toute une zone qui a été divisée en 5 régions. Ces 5 régions, c'est le Laos, le Cambodge, et ensuite on a le Tonkin qui correspond au nord du Vietnam, l'Annam qui correspond au milieu du Vietnam, et puis la Cochinchine au sud. Et là, ça va commencer une période de longue présence française dans cette région, pendant laquelle les Français vont cohabiter avec les autochtones. Et comment ça se passe ? Alors, évidemment, comme dans toutes les colonies, il y a des grosses inégalités. Les Français ont le contrôle économique, ils sont beaucoup plus riches que les Vietnamiens, ils ont accès à des postes administratifs auxquels les Vietnamiens n'ont pas accès. Et de manière générale, apparemment, la population vietnamienne a toujours été très réticente, a toujours rejeté la présence française. Mais les Français ont utilisé les élites vietnamiennes et notamment les familles impériales pour réussir à s'imposer
sans trop de force, on va dire, au quotidien. Donc il y avait quand même une certaine cohabitation puisque les Français ont envoyé des personnes de l'élite vietnamienne en France pour étudier, puis ensuite ces personnes de l'élite sont revenues et ont plutôt collaboré. Et donc en fait, c'était un régime politique dans lequel c'était quand même des Vietnamiens qui dirigeaient, mais avec au-dessus d'eux des Français qui les contrôlaient. Donc c'est ça qui a permis d'avoir une certaine cohabitation, même si, au fond, les Vietnamiens n'ont jamais cessé de penser qu'ils méritaient d'être indépendants. Pour vous parler un peu plus en détail des Français qui étaient présents en Indochine, on avait surtout des hommes, puisque c'était une migration qui était assez difficile. Et c'était des hommes qui venaient dans l'espoir de gagner plus d'argent, donc grâce à l'agriculture ou grâce au commerce. D'ailleurs, certains ont pu beaucoup s'enrichir. Notamment, il y a une entreprise qui est très connue aujourd'hui qui possédait beaucoup de cultures d'EVA, EVA, H-E-V-E-A. C'est un arbre originaire d'Amérique, mais que les Français ont apporté en Indochine pour pouvoir le cultiver. Et c'est à partir de cet arbre qu'on fait le caoutchouc. Le caoutchouc, vous savez, c'est cette matière avec laquelle on fabrique les pneus, les roues de voiture. Et ce qui permet de... C'est une matière noire qui sent pas très bon. Et en fait, l'entreprise française qui s'est beaucoup enrichie grâce à ce commerce, c'est Michelin. Michelin, c'est l'entreprise qui a le logo avec ce personnage qui est fait tout en pneus blancs. Et Hugo a fait un épisode, il me semble, au début du podcast sur le guide Michelin, puisque en plus de fabriquer des pneus, c'est une entreprise qui décerne des étoiles aux grands restaurants. Vous connaissez forcément. Donc, bref, vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a des petits commerçants. Il y en a qui s'enrichissent pas spécialement, mais il y a quand même des entreprises qui bénéficient beaucoup de l'implantation dans cette région. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes, ça fait qu'il y a beaucoup de métissage. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup de prostitution, et ça fait partie des grands malheurs de la colonisation. Enfin, si je peux dire un des grands malheurs, même si en général la colonisation est toujours très violente et avec beaucoup de choses négatives, pratiquement tout négatif pour les peuples qui sont colonisés, mais en particulier on a cette prostitution qui est très importante parce qu'il y a beaucoup d'hommes, mais il y a aussi beaucoup de mariages et de couples non légitimes, mixtes entre des hommes français et des femmes vietnamiennes. Et ça va être important, notamment, là je m'avance, mais à la fin de la colonisation, puisque forcément il va y avoir des familles mixtes et donc qui vont se retrouver à être un petit peu, comme on dit, le cul entre deux chaises, donc avec deux cultures. Et voilà, c'est toujours quelque chose qui est important, ce genre de réalité. Et alors, pour terminer sur cette partie dans laquelle je vous décris un peu à quoi ressemblait l'Indochine française, je voudrais vous recommander 2 œuvres, donc deux documents que vous pouvez, un lire, l'autre voir, puisqu'il s'agit d'un roman et d'un film. Et bizarrement, les 2 œuvres que je veux vous recommander, ce sont des œuvres qui sont d'un point de vue féminin. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que peut-être le point de vue féminin est un peu plus poétique et se prête un peu plus
à la littérature et au grand cinéma, puisque les récits faits par des hommes, c'est souvent des récits un peu commerciaux ou militaires. En tout cas, moi, les deux documents que j'ai préférés, c'est ceux qui racontent la vie de femmes. Alors le premier, c'est un film qui s'appelle tout simplement Indochine, avec Catherine Deneuve, qui est un film qui date de 1992 et qui est très romanesque, avec beaucoup d'aventures. C'est assez romantique et les images sont très belles. Donc voilà, je vous le recommande. Et le deuxième document, c'est le livre de Marguerite Duras qui s'appelle L'amant. Et de manière générale, d'autres livres de Marguerite Duras, puisque c'est une grande écrivaine française qui est née en Indochine, à Saïgon, dans le sud. Et elle était là-bas parce que sa mère était institutrice. Et ses livres sont très très beaux. Alors, ils sont pas très faciles à comprendre parce que c'est assez poétique. C'est très plein d'émotions. Parfois, les phrases sont pas forcément très sujet, verbe, complément, on va dire. Mais je vous le recommande parce que c'est joli. C'est très joli et si jamais vous comprenez pas tout, continuez à lire sans vous prendre la tête. Vous allez bien aimer. Voilà, donc ça c'est pour dépeindre un peu à quoi ressemblait la vie en Indochine. Ensuite, dans une deuxième partie, on va parler de la fin de la colonisation et de la guerre d'Indochine. Pour cette deuxième partie, je vais devoir résumer énormément parce que la décolonisation est une période que l'on pourrait traiter pendant des heures et des heures parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup d'événements. Mais je vais essayer juste de donner les grandes dates importantes. Alors déjà, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a deux groupes qui émergent au Vietnam et qui veulent tous les deux l'indépendance. D'un côté, il y a les communistes et de l'autre côté, il y a les nationalistes. Et parmi les communistes, il y a une figure, une personne qui est très très importante dans l'histoire du Vietnam, c'est Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, il fonde le Parti communiste vietnamien et plus tard, il fondera le Viet Minh, le Front de libération du Vietnam. Et donc ça, c'est les prémices, les débuts de la réflexion pour l'indépendance. En fait, les Vietnamiens, ils attendent le moment propice, le bon moment pour pouvoir déclarer leur indépendance. Et ça va se faire beaucoup plus tard. Alors, on va tout de suite sauter jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français sont battus et en 1940, ils n'ont plus vraiment de force, ils n'ont plus vraiment de pouvoir, ce qui fait que les Japonais en profitent pour occuper l'Indochine française. Il faut savoir que le Japon, à ce moment-là, avait un régime fasciste et était contre la France dans la Seconde Guerre mondiale, contre la France, contre les États-Unis, contre les Alliés. Et donc, les Japonais vont occuper l'Indochine, ce qui était avant l'Indochine française, pendant 5 ans, de 1940 à 1945. Ça va être une période très difficile, et très sanglante et violente. Et puis finalement, Hiroshima, 1945, les Japonais capitulent. Et là, il y a cette fameuse opportunité pour les Vietnamiens de proclamer leur indépendance. Et oui, puisqu'il n'y a plus les Français qui sont là pour occuper le territoire et il n'y a plus non plus les Japonais, donc c'est le bon moment. Ho Chi Minh proclame l'indépendance sous le drapeau vietnamien communiste.
le fameux drapeau qui est encore actuel, rouge avec une étoile jaune au milieu. Et puis, donc c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Français retrouvent leur indépendance et il y a un nouveau gouvernement qui se met en place. C'est le gouvernement du général de Gaulle, dont on a déjà beaucoup parlé dans ce podcast. Et là, en France, il va y avoir un débat. Un débat, est-ce qu'on doit accepter l'indépendance et travailler à un accord avec Ho Chi Minh ou est-ce qu'on doit retourner en Indochine pour reprendre le territoire? Finalement, les Français, pourquoi, dans un espèce de moment d'ego, décident qu'il faut retourner en Indochine. Sauf que les Vietnamiens, ils sont pas du tout d'accord. Et là, ça commence la guerre d'Indochine. C'est une guerre qui va durer pratiquement 10 ans et qui va être très très sanglante. En fait, c'est une des guerres de décolonisation les plus meurtrières. Les Français avaient totalement sous-estimé la volonté des Vietnamiens d'être indépendants. Et ce qui va s'ajouter au conflit, c'est que on va être en pleine guerre froide et en fait, les Vietnamiens vont être soutenus par le groupe communiste et les Français vont être soutenus par les États-Unis. Et à la fin de la guerre d'Indochine, donc des Français contre les Vietnamiens, 75% du budget de guerre des Français vient des États-Unis. Donc, petit à petit, les Français, en fait, sont même dépossédés de leur guerre et c'est les États-Unis qui fournissent toutes les armes, toutes les armées, etc. jusqu'au moment où les Français décident d'abandonner, de capituler. En plus, ils sont bien obligés parce que les Vietnamiens les écrasent complètement lors de la fameuse bataille de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. Donc les Français partent et j'ai vraiment fait un résumé éclair, mais là, les Français, ils laissent le Vietnam dans une situation déplorable avec énormément de morts et surtout avec les États-Unis qui sont prêts à les attaquer. Et c'est là que commence donc la guerre que va mener les États-Unis contre le Vietnam, que tout le monde connaît, je pense, parce que ça a été une guerre très meurtrière et qui est très présente dans la culture, dans les films américains, etc. Et donc voilà, en fait, on peut dire que les Français ont un petit peu ouvert la voie à cette guerre Vietnam-États-Unis. Et là, comment ça va se terminer pour les relations entre les Français et les Vietnamiens? Comme je vous l'avais dit, il y avait eu beaucoup de métissage, beaucoup de familles qui sont composées d'un parent français et un parent vietnamien. Il y avait aussi beaucoup de Vietnamiens qui parlaient français, qui avaient reçu une éducation soit en France, soit dans les écoles françaises au Vietnam. Il y en a certains qui avaient travaillé dans l'administration française, donc forcément, ça crée des liens qui font que beaucoup de Vietnamiens ont immigré en France et là, ça a pu être très compliqué pour eux, comme ça a été le cas pour les immigrés venus d'Algérie dont je vous avais parlé dans un autre épisode. Les Vietnamiens ont aussi été placés dans des camps. Ils ont été assez malmenés par les Français quand ils sont arrivés. Et il y a une histoire qui est assez triste autour de cette immigration. Et pour ça, puisque j'ai pas vraiment le temps de vous en parler, si on veut évoquer après les marques culturelles qui sont restées au Vietnam, mais j'ai très envie de vous conseiller un podcast. C'est une série de 6 épisodes. Ça s'appelle Vietnam sur Lot et c'est une petite fille, même fille puisque sa mère était très très jeune quand elle arrivait en France, de réfugiés vietnamiens. Alors vous verrez, ses 2 grands-parents ne sont pas vietnamiens, c'est une famille composée, c'est vraiment très 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 intéressant et elle se plonge dans son histoire familiale pendant ces 6 épisodes. C'est très passionnant, très bien fait
Et donc, je vous conseille de l'écouter pour compléter sur cette histoire et sur les liens entre les Français et les Vietnamiens. Mais voilà, on va passer à la dernière partie, assez légère, dans laquelle on va parler de petits détails culturels assez sympas. Alors, quelle marque finalement on peut voir de la France au Vietnam aujourd'hui ? Alors, il y a plein de petits détails, mais c'est vrai que cette histoire a laissé pas mal de traces. Et déjà, on peut parler de l'architecture. Si vous vous baladez au Vietnam, vous allez voir beaucoup de bâtiments qui sont de style français, et notamment des bâtiments administratifs, des grandes maisons, mais aussi des églises. Et en parlant d'églises, de manière générale, cette marque religieuse est aussi importante puisque les Français avaient imposé la religion catholique. Alors en fait, c'était pas vraiment imposé puisqu'il y avait l'autorisation de pratiquer d'autres religions, mais c'est vrai que la religion catholique était assez favorisée, ce qui fait qu'aujourd'hui, au Vietnam et en particulièrement dans le sud, on voit beaucoup d'églises. On voit notamment des cathédrales Notre-Dame, très belles cathédrales, et aussi il y a une population catholique assez importante. Alors on est quand même sur du moins de 10%, mais plus importante que dans d'autres pays de la région. En fait, dans cette péninsule indo-chinoise, si on compte tout ce qui est entre l'Inde et la Chine, le Vietnam, c'est le pays qui a le taux le plus important de catholiques. Donc ça c'est une marque qui a été laissée par la colonisation française qui, vous vous souvenez, était en partie venue protéger les catholiques qui étaient présents en Asie. Ensuite, un peu plus fun, on peut parler de la langue, puisque le Vietnam a un système d'écriture qui est bien particulier. Ce sont des lettres latines. En fait, quand les Français sont arrivés, les Vietnamiens écrivaient avec des idéogrammes. Mais il faut savoir qu'il y avait déjà une espèce de translation, donc d'équivalence à la langue vietnamienne en alphabet latin qui avait été faite par les missionnaires et notamment par un missionnaire français, Alexandre de Rhodes. Et donc, les colons français, quand ils se sont installés, ils ont décidé de populariser ce système d'écriture. Alors, la langue vietnamienne, c'est une langue unisyllabique avec 6 tons. Donc, c'est-à-dire que, suivant le ton qu'on va utiliser, le mot va changer complètement de sens. Et donc, les jésuites, plutôt portugais, français, au XVIe, XVIIe siècle, ils avaient inventé un système dans lequel c'était les lettres latines, mais avec des accents écrits différents qui permettent de représenter les différents tons. C'est pour ça que quand on va au Vietnam, on voit cette écriture si particulière avec des lettres qu'on connaît, mais avec des accents qu'on ne connaît pas forcément. Et donc ça a été imposé, popularisé par les Français, si bien qu'aujourd'hui, c'est l'écriture la plus utilisée, l'écriture officielle au Vietnam. Et puis, en plus de l'écriture, dans la langue, il y a aussi des mots. Il y a plein de petits mots qui sont utilisés, qui en fait viennent totalement du français. Alors, Queen, dans son email, elle nous donnait l'exemple, par exemple, de valise qui se dit vali. Il y a plein d'autres exemples, mais le problème, c'est que j'ai peur de trop mal prononcer les mots vietnamiens, parce qu'en fait, quand on écoute, c'est des mots qui sont très semblables, mais évidemment, parfois, la prononciation est un peu différente. On retrouve beaucoup de ces mots, notamment dans le vocabulaire de la nourriture. Je vais essayer d'en dire quelques-uns, mais pardonnez-moi pour la prononciation. Donc, par exemple, on a carotte qui se dit carotte. À chaque fois, c'est en plusieurs mots parce que chaque syllabe, c'est un mot.
On a aussi gâteau, qui est gâteau. On a soupe, qui est soupe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Salade, salade. Et puis, moi, il y en a un qui m'avait pas mal marqué quand je suis arrivée et que je suis rentrée dans un café pour prendre une boisson. J'ai vu écrit Socola. Socola en 3 mots, donc, et qui est totalement le chocolat qui vient du français. Et puisqu'on parle du domaine de la nourriture, justement, ce sera notre dernier point pour parler des marques culturelles laissées par la France au Vietnam. C'est l'inspiration qu'il y a eu dans certains plats et la fusion franco-vietnamienne qu'on peut voir aujourd'hui dans les plats. Alors bien évidemment, comme tout le temps à la colonisation, la France s'est beaucoup inspirée aussi de la cuisine vietnamienne et a apporté des ingrédients qui ne poussaient à l'origine qu'en Asie. Mais c'est aussi arrivé dans l'autre sens. Par exemple, au Vietnam, il y a un sandwich qui est très très connu. C'est normal parce que c'est très très bon. C'est le banh mi. Et le banh mi, c'est fait donc avec de la baguette comme on fait en France pratiquement. Vraiment, c'est très très similaire avec des ingrédients vietnamiens, mais aussi à l'intérieur, on peut trouver certaines formes de porc qui sont très semblables à la charcuterie française. Et ils utilisent même le mot pâté comme on utilise en France pour cette espèce de terrine fait à partir de viande de porc. Désolée, je sais qu'il y a beaucoup de véganes qui écoutent, mais bon, ça fait partie de la culture. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à la nourriture? Il y a plein de petites choses. Alors parfois, il y a des rumeurs, par exemple, qu'il y aurait de l'inspiration française dans l'actuel pho, la fameuse soupe vietnamienne. Je ne sais pas trop si c'est vrai. Vous savez, avec ces légendes, on ne sait jamais vraiment ce qui a été correctement retracé ou ce qui est rentré dans l'idée populaire, mais qui en fait n'est pas le cas. Par contre, quelque chose qui est sûr, c'est la culture des cafés, des petits cafés qu'on trouve à tous les coins de rue au Vietnam. Ça vient de la colonie française, puisque les colons français avaient un peu cette culture d'aller se poser dans les cafés. Et comme il y a du très bon café qui est cultivé au Vietnam, forcément, ça a pris facilement. Et aujourd'hui encore, les Vietnamiens passent beaucoup de temps posés dans les cafés et ils ont leur propre forme de filtre à café qui apparemment aurait commencé pendant la période coloniale. Donc c'est pas la technique française, mais c'est plutôt quelque chose qui a été inventé par les Français et les Vietnamiens quand ils sont entrés au contact les uns des autres. Donc voilà. C'est quelques petits exemples et on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'était hyper intéressant et j'ai dû faire beaucoup de recherches pour cet épisode. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez commenter un petit peu ce qui a été dit, si vous voulez rajouter des choses, rajouter des exemples de marques dans la culture auxquelles vous pensez. Je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très bientôt et bonne semaine. Au revoir.